Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Haut-Rhin, une terre alsacienne de tradition dotée d'un patrimoine de toute beauté. Au cours de ce voyage, vous découvrirez la fameuse cité médiévale de Rijkwier, dont les vins exceptionnels s'exportent dans le monde entier. Puis, nous arpenterons le cœur historique d'Egisheim, considéré comme la carte postale de l'Alsace par excellence. Enfin, nous visiterons Colmar et son splendide canal, qui lui vaut d'être surnommé la Petite Venise d'Alsace. Ce sont d'authentiques Alsaciens qui nous guideront tout au long de cette escapade. Des hommes et des femmes, fiers de nous vanter les mérites de cette région qu'ils aiment tant. Rijkwier est une cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. C'est parce qu'il est resté blotti derrière de solides murs d'enceinte encerclés par des centaines d'hectares de vignes que ce site splendide se trouve aujourd'hui encore dans son état d'origine. Et c'est un amoureux du patrimoine de cette région qui sera notre guide. À côté de son travail de commercial, Benjamin passe la plupart de ses loisirs à nettoyer des châteaux ou des sites historiques dans le cadre d'une association. Pour nous présenter Rijkwier, Benjamin a choisi de faire appel à l'une de ces figures incontournables qui descend d'une très grande famille de vignerons établie ici dès 1639. André Hugel est également le président de la Société d'histoire locale. Alors André, racontez-moi un petit peu l'histoire du village. Oh, village, oh, on n'apprécie pas Rijkwier. Nous sommes ville depuis 1320 et nous y tenons beaucoup. D'accord, mais pour une question de population? Non, non, tout simplement. Comme nous avions un mur d'enceinte, nous avons eu le droit de nous appeler ville. D'accord. Et juste derrière, le Grand Cru? Ah ben oui, c'est un coteau réputé depuis le haut Moyen-Âge qui est surtout planté en Riesling. Le Riesling qui est le grand vin de l'Alsace. De notre région, bien sûr. Ah ben écoutez, si vous êtes d'accord, vous m'emmenez faire un petit tour en ville? Voilà, allons en ville, d'accord. Je vous suis. Nous étions l'Alsace, la région la plus au sud, au nord des Alpes. Et nous avons eu la grande chance d'avoir le Rhin, qui était un bon vin à l'époque. C'était un vin qui avait beaucoup d'alcool, qui supportait le voyage pendant des semaines, des mois. Eh oui. Et le vin de Rijkwier en particulier était réputé, d'où la richesse des maisons. D'accord, voilà, parce qu'on exportait beaucoup. On exportait plus au 16e et au 15e que nous n'exportons actuellement. Qu'aujourd'hui. Ah bah c'est intéressant. Voilà, nous allons passer à la maison du gourmet. Le gourmet était l'intermédiaire entre le producteur et l'acheteur. Il n'y avait toujours que 2 gourmets à Rijkwier et on les choisissait parmi les gens les plus aisés, les plus riches, parce que, disait-on, quand on est déjà riche, on est peut-être plus honnête. Et c'est exact, je n'en sais rien. Voilà, alors là, nous nous sommes trouvés devant l'auberge aux cerfs. D'accord, ouais. Et nous allons voir la prochaine belle propriété
De la ville. De la ville. Parce Qui a aussi des particularités alors? Absolument. L'une est plus belle que l'autre. Eh ben, vous allez nous raconter tout ça. Voilà, nous entrons dans la cour de cette belle propriété, construite en 1581 par Johannes Fehr, IF. Il y a aussi les initiales de mon arrière-arrière-grand-père, parce que ma famille a habité cette propriété de 1781 jusqu'en 1902, lorsque mon grand-père a vendu la maison parce qu'il était devenu gourmet. Donc, il avait besoin de plus de place et un accès plus facile parce que, bien sûr, les voitures à chevaux ne pouvaient pas venir ici, ils ne pouvaient pas stocker le vin comme vous êtes mis à l'entrée de la ville. Alors. Voilà, exactement, exactement. Alors, ce qui est intéressant dans les belles maisons de Ricuire, c'est celles qui ont un escalier en colimaçon à l'extérieur, c'est en pierre. Lorsqu'une maison a l'escalier en bois à l'intérieur, lorsqu'il y avait un incendie qui était le drame du Moyen-Âge, on ne pouvait pas s'échapper alors qu'avec un escalier en colimaçon, c'était très facile. Et ça, nous l'avons à Ricuire au moins 10 exemplaires. Une tour, ça fait un peu princier, ça fait distinguer, mais ça a beaucoup de classe, mais c'était très utile, très utile. Lorsque vous viendrez à Ricuire, suivez les pas d'André et Benjamin et perdez-vous dans les rues et les passages de la ville pour admirer la richesse de son architecture. Une richesse que le village doit donc à l'exploitation de l'or vert alsacien cultivé sur les coteaux alentours. Nous sommes sur les hauteurs de Ribeauvillé, point central de la route des vins d'Alsace. Je vais vous emmener visiter une très ancienne cave, la cave de la famille Bott, viticulteur depuis 7 générations. C'est donc une histoire de famille que nous allons découvrir. Et chez les Bott, c'est Nicole, la maman, qui s'occupe de promouvoir le vin du domaine dans le monde entier. Oui, très bien. Alors? Écoute, on est à la veille des vendanges, donc voilà, donc on a les vignes juste en bas de la maison. Oui, ok. Et donc chez nous, c'est un domaine familial qui date de 1835, de père en fils. Et donc actuellement, c'est déjà la 7e génération qui est... C'est la 7e génération. Donc notre fils Paul succède à mon mari Laurent et à son père Pierre. Et voilà. Donc c'est une belle histoire de famille. Tout à fait. Écoute, si tu veux, pour mieux rentrer au cœur de l'action, aller à la cave. À la cave, on va voir ce qui se passe. Très bien, avec plaisir. Je te suis. J'en prie. Alors Benjamin, ici, je t'amène dans notre coffre-fort, puisqu'il y a du liquide aussi. Ah oui? Et donc, ce sont des bouteilles qui sont destinées à être vendues très prochainement, soit à nos clients du magasin, dans la restauration ou aux 4 coins du monde. D'accord. Voilà, je te présente un foudre centenaire qui date de 1899. D'accord. Et ce foudre se trouvait à Paris lors de l'exposition universelle en 1900. Ah oui. Et représentait la famille Bott et la ville de Ribeauvillé, dont on a les cuissons ici, à Paris. Donc ensuite, il a été démonté et reconstruit ici sur place, ici, parce que la porte n'est pas assez grande pour le faire rentrer, bien sûr. Sylvaner, Muscat, Riesling, Pinot gris, blanc et noir, et enfin Gewürztraminer, la famille Bott exploite les 7 cépages alsaciens. Notre hôtesse se fera un plaisir de vous les faire goûter, avec modération bien sûr. Paul ? Et vous croiserez aussi la nouvelle génération de la famille, incarnée par son fils, Paul. Paul ? Oui. Ah, tu es là ? Oui. Salut Paul, alors? Benjamin. Tu nettoies? Je nettoie, bah oui, les vendanges arrivent, donc il faut que tout soit nickel, tout propre. Bien sûr. Je termine et j'arrive. Ok, je t'attends là. Bon, je vous laisse, tous les deux. À tout à l'heure. Salut Nicole. Chaque année, Paul nettoie les tonneaux avant la nouvelle récolte. En Alsace, on appelle ces vénérables fûts des foudres. Ici, il côtoie désormais le nec plus ultra de la vinification high-tech. Ça y est, c'est tout propre, c'est tout nickel. Tu peux mettre le nouveau jus? On peut y aller. C'est une technique. Ah bah voilà. Ah bah ça demande un peu de souplesse, hein.
Et ici, il y a un peu moins de travail ici alors? Ah bah à côté, il y a un peu moins de travail. Hein. Pour nettoyer une cuve en inox, c'est 5 minutes de boulot, alors qu'utiliser un tonneau en bois, on passe une bonne heure dedans et un peu plus d'huile de coude. On peut trouver ce genre de plaques à l'intérieur, des plaques de tartre. C'est du tartre, ça. C'est du tartre, en fait, c'est de l'acidité qui précipite en cristaux. D'accord. Et ce qui recouvre la totalité à l'intérieur de ton food. Donc pour nettoyer une surface qui est comme celle-ci, tu imagines bien qu'il faut beaucoup plus de temps et de patience qu'une surface bien lisse en inox. Et c'est la nouvelle génération qui a apporté ça dans la cave? C'est l'apport de la nouvelle génération, donc j'en suis assez fier parce que une nouvelle cuverie, elle est aussi équipée du système de refroidissement Qui te pour permet réguler la température des de vins mieux contrôler ta au cours vinification, de la alors. fermentation. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est aussi vachement pratique. Et là-haut, cette petite musique qu'on entend chanter. Ah, ce qu'on entend chanter là, c'est la fermentation. Donc en fait, on installe ces petites bondes pour contrôler la fermentation. Donc tant qu'il y a un dégagement de gaz qui se fait, ça veut dire que notre vin est en train de fermenter. En train de mûrir. Et donc là, ça va faire cette petite musique pendant 2-3 mois. 2-3 mois, d'accord. Ce matin-là, le domaine est en pleine effervescence car les vendanges viennent de démarrer. Benjamin accompagne Paul dans les vignes où sont récoltées les grappes qui ont fait la fortune de la région. Exactement. C'est la première parcelle que mes parents ils ont achetée ensemble. Ah ouais. Voilà, c'est pour la petite histoire. Ah bah c'est pas neutre, ouais, ok. Eh ben on y va? Et voilà, c'est parti. Allez. Première journée de vendange. Première journée de vendange, Benjamin. Exactement. Quelle parcelle est-on? Alors aujourd'hui, on commence par première parcelle en muscat. D'accord. Donc début des vendanges pour le muscat. On n'aime pas récolter à grosse maturité pour qu'il garde toute sa fraîcheur, tout son croquant. Et un peu d'acidité. Un peu d'acidité et tous ses arômes. Donc ici, on est sur un muscat en grand cru Kirchberg de Ribeauvillé. Un des 3 grands crus de la région. Un des 3 grands crus de Ribeauvillé, ouais. Montre-moi, je peux prendre une... Voilà, on coupe tout Je peux simplement. prendre une grappe là, ok. Bah, écoute, j'ai envie de le goûter. Ah bah écoute, fais-toi plaisir. C'est sucré, c'est bon. Tu sens un peu ces arômes. Ah, ces fruits là. Ouais. Et tout ça, on va essayer de le retrouver vraiment dans la bouteille. Bien évidemment. Même si vous n'avez pas la chance de venir pendant les vendanges, sachez que ces vignobles millénaires vous offriront de toute façon des dizaines de promenades possibles dans un cadre époustouflant. Après votre passage à Rijkwier, nous vous conseillons de vous rendre à seulement 18 km de là pour y visiter l'impressionnante forteresse du Haut-Königsbourg, perchée sur un éperon rocheux à 757 mètres d'altitude. Et c'est Aline Seuser, animatrice sur le site, qui va nous dévoiler ces 9 siècles d'histoire. C'est toi qui vas me présenter un petit peu tout ça? Ouais, tu le connais un petit peu? Un petit peu, mais je veux bien quelques informations. Je crois Ouais. savoir qu'on est déjà dans un endroit où on voit les différentes étapes de construction du château. Ah bah ce château, en fait, il a une grande histoire. Ça remonte au XIIe siècle. À l'époque, c'est les empereurs germaniques, Frédéric de Hohenstaufen. Tu connais un petit peu? D'accord, ouais, Est-ce ok. que tu connais sa légende? Est-ce que tu Ah, sais pas ce qu'on du tout. raconte sur lui? Ah, pas du tout. Raconte-moi. En fait, on dit que partout où il passait, il laissait un château fort à la queue de son cheval. Et donc, c'est pour ça qu'on a des châteaux un petit peu partout sur la crête vosgienne. Alors, tu vois, en fait, le château, il l'a construit sur cette montagne, sur le rocher que tu vois juste derrière toi. Donc ça, c'est la première couche. Voilà. Et alors, par-dessus, s'est ajouté un autre château au XVe siècle. Et puis, il y a une dernière partie de La l'histoire. troisième couche, oui. Voilà, ok. exactement. C'est la période XXe siècle. En fait, comme ce château a été incendié au moment de la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, il a été restauré par l'empereur Guillaume II au tout début du XXe siècle. Et ça, c'est la dernière partie du château. En fait, tout ce qui se situe au niveau des toitures. On va passer par la cour basse du château. C'est là où s'organisait toute la vie en autarcie au Moyen-Âge. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillaient pour le seigneur, en fait, vivaient dans cette partie-là du château. Alors, on pouvait trouver le forgeron, on avait aussi la taverne ici, et puis les écuries juste en dessous. En fait, c'est un endroit vraiment très vivant. Et juste là, on trouve l'entrée du logis seigneurial. Ok. Donc, c'est par là que je vais t'emmener maintenant, pour aller voir ce qui se cache un peu plus haut. Super. Voilà, une fois qu'on aura traversé le pont-levis, on va arriver dans la partie supérieure du château, vraiment au cœur du logis seigneurial. Là, juste à ta gauche, on passe à côté de l'unique puits du château. Aline et Benjamin passent ensuite par l'escalier en colimaçon du logis seigneurial
pour atteindre une pièce que peu de visiteurs connaissent, les cuisines. Comme vous allez le voir, c'est pourtant l'endroit le plus étonnant du château. Alors vas-y, entre Benjamin. Là, on arrive dans un lieu tout à fait exceptionnel où très peu de visiteurs ont eu accès, puisqu'on se trouve dans les cuisines 1900, les cuisines de l'empereur Guillaume II. Donc c'est lui qui a fait restaurer le château au tout début du XXe siècle. Alors, Guillaume II, c'était certes un grand empereur, mais était surtout passionné de modernité. Déjà pour les travaux de reconstruction, toute la modernité de l'époque a été utilisée et ça se retrouve au niveau de ses cuisines. Tu vois, on a ce grand piano là. Ouais. En fait, si tu regardes juste au-dessus, on a tout un système de tuyaux qui remonte jusqu'à ce ballon d'eau chaude. La chaleur produite par le piano permet d'obtenir de l'eau chaude. D'accord. Et ensuite, si on continue, on arrive au niveau de cet évier où là, tu peux voir un mitigeur eau chaude, eau froide. Tu sais qu'à cette époque, dans les villages, les gens n'avaient même pas l'eau courante. Alors imagine ici, pour un empereur qui vient seulement une fois par an, un mitigeur, voilà, exactement. Alors tu vois, on arrive dans cette deuxième pièce, donc la partie froide, avec ici une glacière. Alors, géante. Géante, oui. Alors en fait, ça servait tout simplement à conserver des aliments au frais. On met de la glace à l'intérieur, on pose les plats, on referme, un petit peu l'effet congélateur. Mais en 1900, elle vient d'où la glace? La glace, elle arrive directement de Strasbourg, en train, elle est livrée ici. On la met à l'intérieur. L'idée, c'est pas que ça reste pendant plusieurs jours, juste le temps en fait d'un repas. En fait, ce qui s'est passé, si tu as bien fait attention autour de toi dans ces cuisines, tout a l'air neuf. On a l'impression qu'on vient de l'installer hier. En fait, ça n'a jamais vraiment servi. La seule fois où ces cuisines ont été utilisées, c'est pour l'inauguration de la reconstruction du Haut-Königsbourg pour le 13 mai 1908. En fait, à cette occasion, une grande réception a été organisée au château et c'est un restaurateur de Strasbourg qui a fait livrer tous les plats ici au château. Donc la cuisine n'a pas fonctionné. Voilà, l'idée c'était seulement de conserver au chaud ou de conserver au frais. Donc tout ce modernisme de ces deux cuisines pour un seul repas qui n'a même pas été préparé ici. Exactement. D'accord. Un peu plus loin, notre guide pénètre dans la salle du Kaiser, dont la décoration fastueuse témoigne encore des ambitions du dernier maître des lieux, l'empereur Guillaume II. Donc là, tu vois, on quitte les logis nord pour arriver dans la salle du Kaiser, c'est-à-dire la salle de l'empereur. D'accord. Et juste en face de nous, sur ces fresques de Leo Schnuck, tu peux voir les grandes familles qui ont vécu ici au château, donc représentées sous forme de tournoi médiéval. Alors l'idée de Guillaume II, notamment, quand on arrive, c'est de lever les yeux au plafond et on voit cet aigle qui est le symbole de l'Empire germanique, avec à sa tête, dans l'auréole dorée, la devise prussienne « Gott mit uns », ça veut dire « Dieu avec nous ». Avec nous. Voilà. Et à la tête de cet aigle, les blasons de l'Alsace et de la Lorraine, les deux régions nouvellement reconquises par l'Empire germanique. Donc son idée, c'était de montrer qu'ici, à cette époque, eh bien, on était sous domination germanique. Donc on comprend que l'objectif de l'empereur Guillaume, c'est de montrer l'appartenance de la région Alsace à l'Allemagne, comme c'est le cas depuis 30 ans au moment de la Restauration. Il pense que ça ne va plus changer. Maintenant qu'il a récupéré ces territoires, il espère les garder pour toujours. Avec l'histoire, on sait que ça a de nouveau changé. Après ce détour par le Haut-Königsbourg, nous vous suggérons de reprendre la route en direction du nord du département pour atteindre la prochaine grande étape de cette escapade dans le Haut-Rhin. À l'instar de Riquewihr, Egisheim est incontestablement l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus célèbres villages d'Alsace. Une renommée qu'il doit à la qualité remarquable de son architecture. Fortifié dès 1257, Egisheim est constitué de ruelles concentriques qui s'enroulent autour de son château et de ses maisons à colombages. C'est en compagnie d'Albert que nous allons découvrir ce lieu magnifique. Ce gendarme à la retraite est né dans ces vallées qu'il connaît comme personne. Après avoir beaucoup voyagé, il a naturellement décidé de revenir dans sa région
où il aime jouer les guides bénévoles pour le plus grand bonheur des touristes. Mais avant de commencer notre visite d'Egisheim, Albert veut faire un petit détour par la vallée de Münster, toute proche. Très différent des paysages de plaine, ce petit coin de nature vallonnée ressemble à s'y méprendre aux grands espaces des alpages. C'est ici que travaille l'un des 15 derniers sabotiers de France. Ce savoir-faire ancestral se transmet depuis des générations dans la famille d'André Eberlé. Une technique que vous pourrez observer de près puisque son atelier est ouvert au public. Salut André. Salut Albert. Comment tu vas? Merci. La forme? Alors, t'es venu faire des sabots avec moi? C'est pas trop bon truc, mais ça se porte encore des sabots aujourd'hui? Absolument. On utilise toujours encore du sabot, que ce soit dans la coutellerie, la cristallerie, la faïencerie ou la fonderie. C'est quand même une chaussure en bois et le bois, c'est un neutre. Du coup, il laisse pas passer le chaud ni le froid. Alors, on va mettre le sabot tout simplement pour aller au jardin. C'est une chaussure qui est quand même facile. Elle est facile à enlever, elle est facile à mettre. Et surtout, une chose très importante que les femmes aiment bien, c'est qu'on va laisser la saleté à l'extérieur. Donc Voilà, ouais. avec ça, tu vas me faire un sabot? Bah oui, on va faire. Et puis, je vais te montrer un peu comment que ça marche. Donc, on va faire la coupe de longueur. Là, on lui donne la largeur. Et on va lui donner la hauteur. Ça, c'est juste du feeling, ça. Tu Oui. le sens comme ça. En plus, ça, c'est difficile à expliquer. Hein. On devine déjà un petit peu Ah, ça devient bon. Hein. la forme. Hein. Ouais. Maintenant, on va lui reprendre l'angle. Ouais. Ah ouais. Magnifique. C'était assez facile quand même. En fait, le sabot était déjà dans le tronc. T'as juste enlevé ce qui dépasse. Voilà, en fait, il se cachait. Si les finitions sont effectuées à la main avec les mêmes outils qu'autrefois, cet artisanat a été mécanisé dès 1847 afin de pouvoir découper et creuser les pièces plus vite. André peut ainsi fabriquer jusqu'à 10 paires par jour. Ses clients sont essentiellement des agriculteurs, mais une partie de sa production est dédiée au folklore pour les carnavals. Je peux te dire, Albert, qu'ils ont perdu du poids. Hein. C'est vrai. Ah ouais, tu vois. Donc là, on passe à la finition manuelle. Finition Enfin, manuelle. Enfin, surtout toi. Et puis, on va d'abord arrondir l'arrière du sabot. On va lui faire ici un petit liseré et on va lui tailler le nez. Tout ça, on va le faire avec un seul outil, c'est le paroir. Tu vois, on arrondit là. Ouais. Parce que ça, il faut être, pour être sabotier, tu verras tout à l'heure, il faut savoir travailler de droite à gauche et de gauche à droite. Lors de votre visite, André pourra vous faire une paire sur mesure en 1 heure seulement. Car contrairement aux idées reçues, il paraît que le sabot redevient très tendance. André a même inventé un modèle spécial pour Starlet, le sabot aiguille. On m'a dit que tu as fait des sabots pour Shakira. Ah oui, Alors, attends, laisse-moi un peu fantasmer et dis-moi si c'est vrai ou si c'est pas vrai. regarde. Ah ouais, mais c'est pas un sabot... On passe carrément à une chaussure. C'est une chaussure à talon de 15 cm qu'on m'a commandé pour un jeune couturier, pour un défilé de mode. C'est vrai qu'on est presque dans des pièces uniques, on en a fait une dizaine de paires. Il faut savoir que la styliste, elle s'occupe de plein de monde, notamment Shakira, au niveau des chaussures, etc. Elle a porté cette chaussure? Écoute, j'en sais rien. T'en sais rien? Je n'en sais rien. En Allez, tout cas, on va rêver, on va dire elle l'a porté. on va le dire. Après tout. Le lendemain, Albert nous donne rendez-vous à l'aube sur les hauteurs de la vallée de Münster pour une toute autre visite. Il est 7 h du matin, je suis seul au monde, les vaches attendent la traite. Je vous emmène à la ferme auberge du Strohberg, une ferme de haute montagne de chez nous à 1100 mètres d'altitude. Cette ferme auberge du XVIIe siècle est exploitée par la même famille depuis 1907.
Ici, vous pourrez déguster un repas savoureux qui vous permettra de goûter la gastronomie locale après avoir assisté à la fabrication du fameux fromage de Münster avec Thomas Barbe. Ah, salut Thomas. Salut Albert. Wie geht's? Ça va? Schön am Schaffen? Ja. C'est toutes des Vosgiennes. Uniquement de la Vosgienne, ouais. J'aime beaucoup cette vache qui est extrêmement bien adaptée à notre montagne. Elle est très très souple et très rustique. Et en plus, elle rappelle nos crêtes enneigées quand on les regarde avec leurs robes noires et blanches. Voilà Albert, je te laisse passer. Tu m'emmènes où là, Thomas? Donc là, on arrive dans la fromagerie. Hein. Donc voilà, le chaudron, on a versé le lait avant. C'est là que le lait se transforme. C'est ça, ouais. Donc là, le lait, il a été chauffé à 35 degrés. On y a mis la présure. Hein. Donc la présure, c'est un ferment qui va faire cailler le lait. Hein. Et donc là, maintenant, on a un gros yaourt qui s'est formé dans la cuve. Hein. Ouais, donc là, on est en train de faire du fromage fermier. Tout à fait, À la ouais. différence du laitier. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ben, le fermier, déjà, c'est un fromage qui est produit directement sur l'exploitation. Il n'y a pas de lait de mélange. Donc il n'y a que le lait de notre troupeau. Ici, on a le Münster donc de avant-hier qu'on va pouvoir saler. Hein. On prend une pincée de sel, hop, on le frotte et puis on le roule dans le sel sur la tranche hein, et il repose dans le moule. Et tu ne le sales que d'un côté? Que d'un côté, oui. Et très important, il faut laisser le côté salé à l'air libre hein, pour que le sel pénètre bien dans le fromage. Ouais. Donc le sel, il est... Pourquoi on sale le fromage? Déjà, c'est pour lui donner son goût. Et aussi pour permettre de le conserver. Hein. Donc on a terminé ici. Voilà. C'est là que tu m'emmènes dans la cave, c'est ça? Tout à fait, oui. Je te suis? Tu peux me suivre. Emmène-moi. Là, on arrive dans notre cave d'affinage, Albert. Ouais, c'est une cave qui est déjà utilisée depuis... Depuis quelques années. Mon grand-père a déjà travaillé là-dedans. Donc c'est une cave typique de la vallée de Münster. Hein. Donc on est en terre battue. Ouais. Hein, voilà, c'est dans cette terre que tous les ferments nécessaires à l'affinage du Münster sont présents. Hein. La terre et les planches. Et hein. les planches. Et les planches. C'est là-dedans qu'il y a le ferment du rouge, on appelle ça le ferment du rouge, qui va donner cette couleur un peu particulière orangée au Münster. Hein. Et accessoirement, pour ceux qui pensent que notre Münster pue, je les invite à venir là. C'est un vrai parfum qui me donne l'envie d'en manger. Mais on va déjà nettoyer. Voilà. Bah, tu peux en prendre hein, si tu veux. Je peux en prendre n'importe le premier là. L'affinage dure un mois pendant lequel Thomas nettoie et retourne ses fromages tous les 2 jours. Des soins attentifs sans lesquels le Münster n'aurait pas son goût si caractéristique. Albert retrouve ensuite Sabine, la mère de Thomas. Elle termine la préparation d'un menu traditionnel qui régale chaque jour les randonneurs de passage. On l'appelle le menu Marker. Bienvenue à la ferme auberge du Strohberg. Dans notre ancienne étable. C'est vrai qu'on est dans l'ancienne étable. Oui, on a retapé en salle et la charpente date du XVIe siècle. Ah oui. Oui. Voilà, donc il y a longtemps qu'il y a des marqueurs au Strohberg. Oui. D'ailleurs, Albert, est-ce que tu sais ce que c'est un marker? Ah, je pense le savoir. Marker, en fait, est une traduction ou une adaptation du mot Malker en alsacien, qui est en fait le garçon qui s'occupe des vaches et du fromage. Oui, d'où le nom repas marker. Donc, dans le temps, le marker, il montait ses vaches ici et il faisait ses fameux roikapragli, ses pommes de terre, dans un chaudron en fonte avec lequel il servait du Münster. Et c'est comme ça qu'il se nourrissait, avec les pommes de terre et le Münster. Je te propose de me suivre en cuisine pour préparer ce fameux repas marker. Sinon, nos clients, ils n'auront rien à manger. Je te suis, c'est par où? Oui, c'est par là, s'il te plaît. Le menu Marker propose une autre spécialité locale, la tourte à la viande. Bien entendu, celle de Sabine est entièrement réalisée avec des produits de la ferme. Donc, on prend du haché de porc et de veau. On met un oignon, on met du pain trempé dans du lait, persil. Je rajoute 2 œufs pour 1 kg de viande. Ouais. 2 poignées de sel, la noix de muscade. C'est la tourte comme la faisait ta mère ou ta grand-mère? Oui, et puis ma belle-mère aussi, surtout. Ta belle-mère? Ma belle-mère était là, avant moi. Et on rajoute, bien sûr, un petit coup de blanc. Un coup d'Edelzwicker. Ah, un bon petit coup quand même, hein? Bon petit coup. Écoute. On va mélanger le tout.
une fois tout bien mélangé, on va le mettre sur notre pâte. Quand même un sacré coup de main. Hein. Hop. Petite odeur qui donne envie. Voilà. Donc on met un couvercle par-dessus. On va fermer. Donc on prend un jaune d'œuf, au badigeonne, le dessus. Fait maison et fait main. Fait maison et fait main, sans pinceau. Le coup de main est là. Après, on prend une fourchette et on fait une décoration. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Oui, ben, ça fait quelques années, 20 ans, hein, quand même que je suis au Stroberg. Voilà, donc ma tourte, elle est prête. Elle est prête à cuire. On enfourne. On enfourne, Albert, bien. On va onde. Très bien. Donc, on va les enfourner pendant 1 heure. 1 heure. Mesdames, voilà les 3 tourtes. Pour goûter cette énorme tourte et les autres recettes de Sabine, pensez à réserver une table avant de venir. Comme toutes les bonnes adresses, l'auberge affiche souvent complet. Ce petit détour par la vallée de Münster terminé, voici venu le moment de visiter le cœur historique d'Egisheim. Pour cela, Albert rejoint Daniel Héret, un guide féru d'anecdotes croustillantes qui connaît les moindres recoins de ce charmant village. Albert, bonjour salut. Daniel. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Tu sais pourquoi je t'ai invité ici? J'ai envie de te faire découvrir ce village admirable d'Egisheim, dont l'origine est mérovingienne peut-être, ou carolingienne, 770 à Ginesheim. Elle s'appelle comme ça, cette petite ville, et puis elle deviendra ensuite Egisheim beaucoup plus tard. En alsacien, on dit Exa. 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 Cette rue est particulièrement typique, c'est une espèce de chemin de ronde. Ça nous donne une idée, ça, du caractère concentrique de la ville d'Egisheim. C'est-à-dire qu'elle est en spirale, en quelque sorte. Elle est hélicoïdale. C'est tout à fait remarquable quand on voit ça d'en haut. Une vue plongeante aérienne nous donne une bonne idée de la configuration médiévale de cette ville. Elle a été conçue autour d'un axe majeur. Bah, justement, voilà, on va aller voir ça de près tous les deux, hein, si tu veux bien. Je te suis, Daniel. Notre visite d'Egisheim se poursuit justement sur la place principale, autour de laquelle le village s'est développé. Daniel veut y évoquer l'histoire d'un personnage emblématique de l'Église catholique, dont la statue trône au centre de la fontaine. C'est un pape alsacien, c'est le seul pape alsacien de l'histoire, dont le pontificat a duré de 1049-1054. Il s'est signalé comme un pape réformateur, avec beaucoup de grandes idées. Il voulait remettre de l'ordre dans l'Église. Les prêtres avaient tendance à avoir des concubines dans tous les coins. Il fallait absolument mettre le holà à tout ça. Et c'est un pape qui va obtenir un certain nombre de résultats en termes de réformes. Il va lutter contre ce qu'on appelle la simonie, c'est le trafic des objets pieux. Et puis il va provoquer, malgré lui, le schisme, le fameux schisme de 1054. On va rompre avec l'Église d'Orient, qui va devenir l'Église orthodoxe d'aujourd'hui. Mais on dit des fois que Léon IX ne serait pas né à Egisheim. Alors, il y a une controverse à ce sujet. Moi qui suis né en Lorraine, je suis à l'aise pour en parler. Il semble qu'il soit né en Lorraine, du côté de Dabo. Mais les gens d'Egisheim, évidemment, tiennent absolument à ce qu'il reste né en 1002, au château qui est derrière moi, en 1002, et ça, on ne le relèvera pas. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il est alsacien, et on le dit. Une fois sur place, vous pourrez admirer le château qui régentait autrefois la vie du village. Sa construction est très particulière. On est au pied d'un pan de mur ici, un pan de l'octogone de ce château médiéval qui a été construit au cours du premier tiers du XIIIe siècle par la volonté d'un empereur germanique, Frédéric II de Hohenstaufen, qui avait l'habitude de concevoir des châteaux octogonaux avec des systèmes concentriques d'octogones. Et la partie habitée du château était celle qui était au cœur du dernier octogone, en quelque sorte. Et on construit le village. Et on va construire, autour, en effet, ce qui lui donne sa forme. On va construire le village autour de cet octogone.
siège du pouvoir central, du pouvoir impérial, l'Église, elle, va être reléguée à la périphérie. L'empereur Frédéric II était en querelle constante avec la papauté et il voulait manifester par là que l'Église devait être sous son autorité et non pas l'inverse. Depuis le château, vous n'aurez que quelques mètres à faire pour atteindre l'église paroissiale. D'inspiration romane, elle fut reconstruite au XIXe siècle et seul son clocher est d'origine. À l'intérieur se trouve un véritable trésor, une sculpture en bois polychrome unique. Là, je vais te montrer un des joyaux artistiques d'Egisheim, une rareté absolue. Voire d'Alsace. Oui, parce qu'à ma connaissance, il n'y a que 2 exemplaires de ce type de vierge ouvrante en Alsace. C'est une vierge du XIVe siècle qui a la particularité d'ouvrir en quelque sorte ses entrailles. On aperçoit à la hauteur de sa poitrine un système rayonnant qui semble être ce qu'on appelle une gloire et qui semble indiquer que ça pouvait aussi servir d'ostensoir. Et alors tout ça est dominé par ce portail Qui est la porte d'entrée qui était d'origine. Qui était la porte d'entrée de l'église primitive, celle du début XIIIe. Romano-gothique, on est à la charnière de 2 styles ici. Ce qu'il y a au-dessus, c'est intéressant aussi. Le tympan est animé par un Christ en gloire assez représentatif de cette période-là, avec à gauche, est-ce que tu vois? Ah, tu vois, Saint-Pierre, et puis Paul à côté. En dessous, ce sont les vierges sages à gauche et les vierges folles à droite. Et qu'est-ce qu'on a voulu raconter sur ce tympan? On a surtout voulu dire que le vice et la vertu s'équilibrent. Nos femmes étaient comme ça, folles un peu, et on les souhaitait plus sages. Sans doute, c'était la morale dominante de ce temps-là. Ouais. Ben voilà, c'est terminé, et je voulais te montrer absolument ce chef-d'œuvre de l'art rhénan. Et maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus festif, de plus populaire aussi, au bon sens de ce terme, en direction des maisons les plus colorées d'Egisheim. En sortant de l'église, Daniel vous conseille d'emprunter la rue circulaire pleine de charme qui entoure le village. En vous attardant sur les façades des maisons à colombages, vous pourrez vous amuser à tenter de deviner l'histoire de chacune d'entre elles. L'histoire des emblèmes de métier, c'est quelque chose de passionnant en Alsace parce que chaque emblème a sa petite interprétation délicate. Et là, je vais t'en proposer un qui me paraît particulièrement intéressant. Dans cet écusson, tu aperçois plusieurs choses. 2 lettres d'abord, ça je pense H. Ouais. Et ensuite, en dessous, un outil. Ça pourrait être un marteau. C'est pas un marteau. Un hachoir. Ben voilà, tiens, comme tu as vu les 2 lettres H, ça t'a mis sur la voie. C'est en effet un hachoir ayant appartenu, cela va de soi, à un boucher. C'est un emblème de boucher. Et puis alors, il y a celui-là. Oui. Celui-là est difficile à interpréter. Moi, j'ai déjà entendu des tas de choses très loufoques à propos de cet emblème de métier qui, moi, me parle évidemment parce que je le sais. Ouais. Mais quand on ne le sait pas, qu'est-ce qu'on voit là? HS. HS, ça veut dire en service, mais c'est pas ça. Ce sont les initiales, mais c'est pas ça. En dessous, oui, des clous peut-être. Ah ben voilà, mais il est très fort notre des clous de charpentier. Non, c'est pas un charpentier, c'est un fabricant de clous, c'est un cloutier, et c'est un des emblèmes de cloutier assez rares en Alsace. Il n'y en a pas beaucoup. On n'en voit pas souvent. Et ça méritait d'être examiné. Certaines de ces façades vous apprendront bien d'autres choses encore sur la spiritualité des habitants ou les drames qui jalonnèrent l'histoire du village. C'est déjà une superbe façade qui a été bien restaurée, dans des couleurs attachantes, avec un détail que j'ai envie de te montrer ici. On va s'arrêter là. Regarde cette fenêtre, avec une inscription « Mach mich doch rein, tu trever Gott ». Rends-moi pur, toi Dieu fidèle. Ce que je voulais aussi te dire à propos de ce type de façade à colombage, c'est qu'il y a une logique dans tout ça en Alsace. On a besoin de résister au séisme. Tout à fait. Donc les constructions à colombage sont des constructions asismiques. Elles sont rigidifiées par les obliques qui permettent une certaine stabilité du colombage.
On a oublié un peu trop que la plaine d'Alsace est sismique. Et séisme, voilà. Le tremblement de terre qui a détruit Bâle. Le fameux, tu as raison d'en parler, 1356, un tremblement de terre de force, on va dire, de magnitude 7-8 sur l'échelle de Richter, à peu près. Hein. Ça a ravagé la ville de Bâle et une bonne partie de l'Alsace a été touchée par ce tremblement de terre. Et on s'en souvient quand on construit ça. Absolument. C'est sur cette dernière anecdote que nous quittons Eggisheim pour la 3e grande étape de ce voyage dans le Haut-Rhin. Une autre pépite incontournable située à moins de 10 km de là. Située au pied du massif des Vosges, en plein cœur du vignoble alsacien, Colmar est la plus belle ville du département. Miraculeusement épargnée par les guerres et l'urbanisme souvent dévastateur, elle a su préserver et protéger son patrimoine bâti d'une richesse incomparable. Pour nous la faire découvrir, Albert a passé la main à Guy, alias Ritchie pour les amis. Instituteur à la retraite, il adore croquer des petits dessins humoristiques qui amusent beaucoup les colmariens. Mais à 66 ans, Ritchie est aussi un aquarelliste réputé qui s'émerveille toujours autant devant le patrimoine de sa ville, sa principale source d'inspiration. Il aime s'y promener quotidiennement pour immortaliser des rues, des portes ou des sculptures qu'il affectionne tout particulièrement. Toute la ville de Colmar est tellement belle que forcément ça m'inspire. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que quand je montre mes tableaux aux gens, souvent j'entends dire « Ah tiens, je suis pourtant colmarien, mais je ne connais pas ce coin-là ». C'est peut-être à ça qu'on sert les artistes, obliger les autres à regarder ce qu'ils ne voient pas d'habitude. Fondée en 823, Colmar fut tour à tour allemande et française au gré des partages territoriaux. Pour évoquer ce passé, Ritchie rejoint un historien qui lui a donné rendez-vous devant la maison de naissance du plus célèbre des colmariens, Auguste Bartholdi, qui créa la Statue de la Liberté. Et c'est son ami, Gabriel Bremer, qui va maintenant nous parler de cette histoire. Bonjour Guy. Alors, j'ai pensé que c'était par Bartholdi qu'il fallait commencer pour connaître un peu mieux notre ville. tu as bien fait, évidemment. Tu sais qu'il est né ici? Oui, c'est sa maison natale. Il est né en 1834 et finalement, dès 1836, sa maman, devenue veuve, s'en va à Paris. Et au bout du compte, il aura peu vécu dans cette ville. Et pourtant, il a laissé une sacrée marque, dans la mesure où il est à l'origine de la plupart des statues que nous avons aujourd'hui encore. Oui, effectivement. Et en même temps, il est beaucoup plus connu pour autre chose, puisque c'est quand même le grand créateur de la Statue de la Liberté et du Lion de Belfort. Si aujourd'hui, il a une grande réputation de sculpteur, c'est à cause de ces deux œuvres. Écoute Guy, ça c'est une petite introduction qui a montré que Colmar a quand même une vocation universelle. Alors, on va revenir un peu à des choses plus locales. De Bartholdi, on va passer à Pfister. Oui, volontiers. Et Pfister, c'est un nom tout à fait banal, mais enfin, c'est une grande histoire, c'est surtout une belle maison. C'est juste à côté, je te propose d'aller voir ça, et on enrichira un peu l'histoire de notre ville avec cela. L'histoire colmarienne se déchiffre surtout sur les façades de ses habitations. La plus intéressante d'entre elles est la maison Pfister, située à quelques mètres du musée Bartholdi. Bâtie en 1537 par le chapelier Ludwig Scherer, elle fut richement décorée plus tard à la Renaissance. Alors c'est déjà marrant de dire la maison de Pfister, parce que Pfister, personne ne le connaît, c'était un épicier au XIXe siècle qui est entré dans l'histoire pour la bonne et simple raison qu'il a restauré cette maison. Ce qui est passionnant ici, c'est que, au-delà du fait que ce soit une maison peinte, tu as une espèce de balcon à 2 étages d'angle. Alors, il y a un nom un peu savant, c'est un oriel, Erker en allemand. Et l'oriel, comme tu vois, c'est un oriel qui permet de voir les gens à droite, à gauche, qui permet de se rendre compte qui est dans la rue, etc. Alors, les médaillons qu'on voit en façade, là, est-ce que tu peux m'expliquer qui ils représentent? Ils représentent en fait les empereurs du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire les Ferdinand, les Maximilien et Charles Quint.
Donc ça, c'est une des choses intéressantes. C'est un véritable livre d'histoire, d'ailleurs. Tu regarderas qu'il y a également un certain nombre de figures allégoriques au-dessus des peintures qui sont tirées soit de l'Ancien Testament, Genèse, comme on arrive à le voir, ou alors des figures allégoriques, tu vois, mais il y a marqué tout en haut à droite avec l'épée Gerechtigkeit, la justice, Glaube, la foi, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de maison, c'est que ce sont des maisons privées. C'est-à-dire que ce sont des marchands qui ont réussi. Et pour une fois, l'expression « avoir pignon sur rue » veut tout dire. On se rend bien compte que ce n'est plus de l'anonymat, c'est qu'on a réussi et on veut le faire savoir. À l'image de cette maison Pfister, devenue l'emblème de Colmar, toutes les façades de la ville vous feront voyager au fil des siècles en suivant les évolutions de l'architecture. Mais il est un point stratégique qui résume à lui seul plusieurs époques. Finalement, il y a une économie de moyens absolument géniale en matière d'urbanisme à l'époque. C'est-à-dire, tu as 2 rues, 3 portes, et avec ça, tu as tout réglé. Voilà, Guy, ça c'est une place que j'aime bien pour une simple raison. C'est une très petite surface, tu as pratiquement tous les styles qu'on trouve à la ville de Colmar. Tu as comme une espèce de pâté, de couches successives de bake-off en quelque sorte. Tu as le Moyen-Âge, représenté par le bâtiment de la douane ou du coïfus, comme on dit ici, où étaient stockées les marchandises, où on payait également tout ce qu'il faut comme impôt. Tu as ensuite l'important bâtiment de la Renaissance tardive, bâtiment de la fin du XVIe siècle, avec un grand bâtiment, une façade qui ressemble un peu aux maisons de Flandre ou du nord de l'Europe, du nord de l'Allemagne. Puis tu as des bâtiments du XVIIIe siècle classique, la période où l'Alsace est française, avec le bâtiment du Conseil souverain qui est à la fois un parlement, une haute cour de justice et qui est depuis lors un tribunal de grande instance. Tu as même du XXe siècle relativement kitsch, puisqu'on construisait un peu selon le modèle original, donc un peu tout ça. Juste derrière la maison des douaniers, dans la partie basse de la ville, se trouve l'ancien quartier populaire des tanneurs que la municipalité a rénové au début des années 70. Regarde un peu. Là, tu as un quartier ancien, XVIIe siècle, fonction quartier des tanneurs comme dans toutes les villes. C'est aussi l'endroit où à Colmar, les cours d'eau ont leur plus grande déclivité, c'est-à-dire salubrité. On nettoie. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici, autour du coïfus? La triperie, la grande boucherie, c'est-à-dire tous les métiers un peu sales, etc. Tu as aussi les tanneurs. Donc c'est un quartier qui a une fonction économique essentielle, qui d'ailleurs se voit encore à travers les toits. Les toits où on séchait ces espèces d'escaliers successifs de toits les uns au-dessus des autres. On n'a pas un seul toit, ce sont surtout des surfaces d'exposition pour sécher les pots. Fonction qui a existé jusqu'au XIXe siècle. En vrai colmarien désireux de nous faire aimer sa ville, Ritchie a gardé le meilleur pour la fin. Car il y a une chose que vous devez absolument faire en venant ici, c'est une promenade en barque sur le canal qui traverse la cité et qui lui vaut d'ailleurs le surnom de Petite Venise. Alors, Guy, comment tu vas? Ça va, et toi? Je te remercie. Alors, tu m'emmènes faire un tour aujourd'hui? C'est son ami batelier Daniel Guer qui va maintenant nous raconter l'histoire de ce quartier magnifique. Ben voilà, donc avant de partir, Guy, tu vois, donc un beau joli pont, là, le pont Saint-Pierre, qui était à l'époque fermé par une herse. Et les maraîchers, à l'époque, lorsqu'ils venaient, ils devaient payer une taxe. Et cette taxe était calculée selon, il n'allait pas décharger toutes les barques, il allait donc sur l'enfoncement de la barque. Et d'où l'idée des maraîchers de faire une barque à fond plat, donc la barque descendait moins. Et c'était un vrai casse-tête pour le douanier pour calculer la nouvelle taxe. Fallait y penser quand même. Et Futé, oui. Les gars. Et voilà, Guy. Oui, super. On est ici en plein dans la Petite Venise. Pourquoi Petite Venise? Parce que chaque maison a une entrée par la rue et une entrée par la rivière. Et ce canal, là,
Alors là, nous nous trouvons donc sur la Lauch. En allemand, Lauch, c'est poireau en allemand. Il y a une légende qui dit qu'il y aurait une cargaison de poireaux qui se serait renversée. Oui. Ce qui a donné le nom de poireau. Oui, il faut à la bien une rivière. explication aux Voilà. choses. Voilà, très bien. Alors là, c'est une superbe bâtisse très élevée, dis donc. C'est quoi Voilà. là? Donc tu as une très belle maison, effectivement, à ta droite. Donc c'est l'ancienne maison du maréchal Turenne. Maréchal Turenne qui était très connu dans la guerre d'Espagne, ou dans le traité de Westphalie, qui a mis fin à la guerre des 30 ans. Donc il a habité plusieurs années ici, dans cette maison. Tu remarqueras que c'est une maison en encorbellement. Encorbellement, c'est une pyramide inversée. Et comme on payait une taxe au sol, le rez-de-chaussée était très, très petit, et à fur et à mesure des étages, donc on augmentait la largeur des appartements. Encore une façon de contourner la loi et d'éviter de payer des impôts. Encore, Décidément, à l'époque déjà. on n'a rien inventé de nos jours. Lorsque vous naviguerez dans ce quartier, pensez à bien regarder les motifs des maisons à colombage. Ils ont tous une signification particulière. Tu remarqueras que ce sont des anciennes maisons du XVIe siècle en colombage. Malheureusement, au Moyen-Âge, un incendie avait détruit toutes les maisons, comme elles sont accolées en bois, donc ça a bien brûlé. Donc tu verras qu'il y a différents signes. Tu as le S ou le X qui correspond donc à la malédiction. Ça devait protéger du malin. Exemple encore, tu as un losange. Le losange était un signe de fertilité. C'était généralement la chambre des parents. Ou alors le double losange, que tu peux voir ici, qui était donc un signe de bonne récolte, de richesse. C'est sur cette émouvante découverte de la petite Venise alsacienne que se referme votre voyage dans le Haut-Rhin. Vous savez désormais que l'Alsace offre un formidable panel de trésors historiques, naturels et architecturaux. Autant de lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie.